Bonjour et bienvenue à Urgence économique, votre émission de décryptage et d'analyse des enjeux économiques qui touchent le Maroc, mais également l'économie mondiale. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'augmentation du salaire minimum décidée par le gouvernement à la veille du 1er mai, mais on va le faire autrement en abordant certains aspects qui peut-être n'ont pas été suffisamment abordés par la plupart des médias. Mais on vous retrouve immédiatement après le générique. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir M. Hakim Badakchi. Bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Alors, on ne vous présente pas, vous êtes une personnalité publique, visible, vous intervenez dans différents débats relatifs à l'économie marocaine et aux problématiques que rencontrent les entreprises, mais on va vous présenter quand même, pour les quelques-uns qui ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes directeur général de Maghreb Industrie, vous êtes également vice-président de la CGEM. C'est tout à fait exact. Donc aujourd'hui, j'interviens plutôt en tant qu'industriel. Tout à fait, d'ailleurs, c'est le en but. tant que représentant de Maghreb Industrie. Et puis j'interviens également dans le domaine de l'énergie, en particulier des services et de l'optimisation liée à l'énergie et la consommation énergétique. Je suis également vice-président de la SMEX. D'accord. Donc vous êtes intégralement impliqué dans ce qu'on appelle l'économie réelle, l'industrie qui crée de l'emploi, qui a des charges, qui subit l'envolée des matières premières, qui est confrontée aux accords de libre-échange, à la concurrence. Et donc globalement, l'idée est de voir dans quelle mesure la décision de l'augmentation du SMIC qui a été décidée dans une perspective d'étalement sur 2 ans, avec une augmentation de 10%, c'est ce que j'ai cru comprendre. Dans quelle mesure elle impactera les PME et les PMI, notamment dans le secteur de l'industrie parce que globalement, il n'y a pas eu de coordination avec les PME pour les accompagner peut-être à absorber ce choc-là, parce que vous avez vécu comme un choc, mais en même temps, il n'est pas question de dire qu'on est contre l'augmentation du SMIC. On ne peut que s'en réjouir. Absolument, c'est-à-dire que là, on connaît une période inflationniste, je dirais une inflation un peu particulière, parce que ce n'est pas une inflation qui est due à une augmentation de la demande, mais plutôt à une augmentation des coûts. Et le coût de la vie augmentant, il est normal que le gouvernement cherche à soulager les ménages les plus exposés effectivement à cette hausse des coûts. Donc il est tout à fait normal et compréhensible que les salaires soient mieux, ou que les employés, plutôt les salariés, soient mieux rémunérés. D'autant plus que c'est un rattrapage, en réalité, par rapport aux inflations des années précédentes. Alors au total, sur 7 ans, il semble qu'on ait eu quand même 6 fois une augmentation des salaires de 5%, avec une inflation qui est quand même un peu moindre. Mais la problématique, à mon sens, n'est pas celle-là. La problématique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les charges qui pèsent sur les entreprises dans un environnement qui est un peu particulier. Effectivement, on a une hausse des coûts qui est générale. Matières premières, énergie, tout. Absolument, tout augmente. Transport. Absolument. Et en fait, cette augmentation des coûts, elle est due au départ, effectivement, à la problématique logistique, c'est-à-dire une hausse des coûts de transport en provenance de l'Asie. Ce qui fait que d'une manière générale, tous les coûts ont augmenté de l'ordre de 10 dirhams le kilo. Tout le monde répercute au niveau du prix final, et comme il y a la chaîne est longue. On peut dire un petit peu plus, c'est que finalement, il y a moins de concurrence en provenance d'Asie. Donc notre situation de concurrence ou comparative s'est améliorée par rapport à l'Asie parce que l'Asie est renchérie. Et donc on a une hausse des coûts, je dirais c'est normal. On augmente les salaires, c'est à peu près normal. On ne va pas subir une concurrence supplémentaire d'Asie pour l'instant parce que le fret est trop cher, mais le fret va baisser. Et donc il y a un avenir qui n'est pas lointain probablement, dans les 12 à 18 mois au plus tard, où on va se retrouver dans une situation de nouveau difficile du point de vue concurrentiel. Et c'est ça qui peut être inquiétant. Je dirais, par rapport au travail qui a été fait par la commission spéciale pour le modèle de développement, on parlait d'un choc de compétitivité. Et je dirais c'est plutôt là-dessus qu'on attendait finalement une mesure qui soit plus en rapport justement avec ce que préconise ce rapport, à savoir une hausse des salaires sans qu'il y ait une hausse proportionnelle des charges pour les PME et PMI. Donc la charge patronale peut être revue dans un effort fiscal que l'État pourrait mettre en place. C'est ce qu'on attendait en fait, ce que en tant qu'industriel j'attendais. Nous rappelons que la charge patronale c'est à peu près 21% du total des cotisations. Au moins, au minimum. C'est-à-dire qu'il y a 21%, c'est la partie qui est légale, c'est-à-dire qui est obligatoire, mais il y a également beaucoup d'entreprises qui payent une retraite complémentaire, qui payent une assurance complémentaire. Et puis il y a la taxe professionnelle également. Et il y a également une taxe professionnelle. Donc au total, on a des charges qui sont plus importantes que ces 21% et qui pèsent surtout sur les bas salaires. C'est ça qui est le plus, disons, le plus difficile. En raison de l'effet quantité ou
Alors non, c'est-à-dire qu'en fait, les charges, disons, les charges de CNSS touchent davantage les bas salaires que les salaires les plus élevés. Il y a un plafonnement d'ailleurs, par exemple au niveau de la retraite, c'est jusqu'à 6 000 dirhams qu'on cotise. Au-delà de 6 000 dirhams, on passe plutôt à la retraite complémentaire. D'accord. Et donc de ce point de vue, on peut dire que les bas salaires sont défavorisés dans la hausse des coûts. Et donc là-dessus, bon, l'État a promis également une refonte de l'IR, et donc sur des salaires qui sont un peu plus élevés, ce qui est également attendu, ce qui peut également effectivement soulager les entreprises, mais pour l'instant on n'a pas de visibilité là-dessus, il y a juste une promesse. Après, le problème, il y a le déplacement de l'échelle des salaires. C'est qu'en général, quand le salaire minimum augmente, c'est globalement tous les autres salaires qui doivent normalement être augmentés proportionnellement. Et là, il y a un effet inflationniste, Oui. effectivement, bon, dans une situation qui est particulière, encore une fois, qui est transitoire, parce que la hausse des coûts, on ne peut pas dire qu'elle est permanente, parce que une partie, c'est la hausse du coût du fret, qui ne va pas être permanente, et une autre partie, c'est le manque de concurrence. Le fait qu'il y ait moins de concurrence d'Asie fait qu'il n'y a pas suffisamment d'offres de produits actuellement, et tout le monde en profite, bien sûr, pour augmenter les prix. Bon, c'est la En même temps, on situation. a mis à part la dimension asiatique et également des concurrents plus directs comme la Turquie, comme l'Égypte. D'ailleurs, on a eu des problèmes par rapport au respect des clauses des accords de libre-échange. On est toujours dans ces accords de libre-échange qui ont été réaménagés un peu pour rééquilibrer les termes de l'échange, mais globalement, on est déficitaire au niveau de la plupart des accords de libre-échange. Et les premiers à en faire les frais ne sont pas les grands groupes organisés avec une masse critique importante, mais c'est principalement les PME qui tentent de survivre, avec déjà un taux de morbidité très élevé au niveau des PME durant la période Covid. On a beaucoup qui ont fait faillite. Précisément, la période Covid a prouvé quelque chose que nous connaissions déjà, à savoir que finalement, la masse des employés qui sont inscrits à la CNSS est très faible par rapport à la population active. D'ailleurs, des chiffres ont été révélés dernièrement par le Très clair, gouvernement. c'est C'est il y a à peu dérisoire. près Non, 1,5 million de personnes qui cotisent régulièrement à la CNSS, et donc qui sont réellement soumis au Code du travail dans ses aspects les plus coercitifs, disons. Et donc, d'ailleurs, c'est l'approche qu'a voulu le président de la CGM qui dit, bon, écoutez, nous pouvons accepter une hausse du SMIC, mais en contrepartie, il faut modifier le Code du travail, et en particulier également le droit de grève, puisque l'application du code actuel accable en réalité les entreprises, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes. Mais effectivement, les PME ne peuvent pas aujourd'hui recruter des cadres intéressants ou ont des difficultés à le faire parce que le coût de la séparation est extrêmement Donc élevé. c'est la rigidité du code du travail qui fait qu'on recrute difficilement. Parce que si on découvre que celui qu'on a recruté n'est pas à la hauteur, pour s'en libérer, ça coûte très cher. Et même, c'est-à-dire dans le temps, une personne peut être tout à fait compétente pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et je dirais que c'est le pire, parce que au niveau d'une PME, un cadre qui est bien payé et qui reste chez vous 15 ans, et qui a encore 15 ans de carrière à suivre, va être licencié à un coût extrêmement élevé que la PME ne peut pas supporter. Et donc ça, ce sont des limites. Ça, ce sont des limites, et je pense que donc, ce qu'a préféré la commission sociale de la CGM, c'était plus de négocier cet aspect plutôt que celui du coût du travail, et en particulier sur la frange hausse des charges patronales. Mais la hausse des charges patronales est réelle et elle pèse sur l'entreprise, elle pèse sur la compétitivité. Et effectivement, comme on l'a vu lors du confinement, certaines entreprises vont avoir du mal à répercuter. Il va y avoir de nouveau un différentiel plus important entre le travail qui est déclaré et le travail qui n'est pas déclaré. Et probablement, on aura une hausse, effectivement, ou un basculement des employés qui sont dans le... Ça, on va l'aborder effectivement tout à l'heure, mais d'abord, puisque vous avez évoqué le Code du travail, au fait, ce que j'ai compris, c'est que la CGM, globalement, le monde de l'entreprise, a concédé au gouvernement, avec les syndicats, une augmentation du salaire minimum, en échange, en réalité, de promesses de réforme. Bon, mais rien de concret dans l'immédiat. Donc une réforme du Code du travail pour l'assouplir un peu, le flexibiliser un peu, afin de pouvoir gérer de manière plus intelligente le recrutement. Alors c'était déjà le cas lors de l'augmentation précédente qui avait été signée avec le président Mzouer. Il y avait déjà, disons, un accord entre le gouvernement et la CGM et les patronats pour faire certaines révisions de certaines clauses du Code du travail et du droit de grève qui ne sont pas intervenues. Et lors de la deuxième augmentation qui a eu lieu pendant 2019, la période je crois. Covid, non, la dernière c'était je crois en 2020, oui. Il y a eu un refus de la part de certaines entreprises de la CGM de répercuter cette hausse. Cette fois-ci, le contrat est signé un petit peu de façon différente. Il y a une première partie qui va avoir lieu en septembre et une deuxième qui aura lieu en septembre de l'année suivante.
Et donc c'est un contrat, c'est-à-dire il y a des clauses, c'est-à-dire il y a D'accord, c'est donc ce n'est pas contractuel. uniquement des Et donc il y a promesses, deux, mais voilà, c'est un engagement voilà, il y a qui un est engagement. conditionné sur 2 ans avec une possibilité de revoir l'arrangement si jamais le gouvernement Tout ne à fait fait. pas son rôle. Et Euh, certaines entreprises n'ont pas à subir la hausse des charges patronales, ni hmm. même la hausse du SMIC pendant cette période, notamment les entreprises qui sont du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, Oui, c'est un qui sont secteur qui a déjà été très laminé. fortement. Voilà. Donc, c'est l'accord qui a été trouvé. Hmm. Bon, disons que malheureusement, les entreprises sont soumises à la concurrence internationale, n'ont pas eu, disons, un traitement différencié, et c'est ce qu'on peut regretter. D'autant plus qu'il y a même un dumping économique au niveau étatique, puisque quand on voit l'Union européenne, les États-Unis, il y a eu une aide économique directe aux ménages qui a été donnée par les gouvernements et par les banques centrales, mais également une aide quasi directe aux entreprises. Or, au Maroc, ce qui a été fait durant le Covid est louable et défendable. Mais pour une PME, concrètement, ça s'est limité à un crédit à un taux favorable. Quand on parlait d'Intelaqa, des transformés, il n'y a pas eu d'aide directe ou... Alors, il y a eu une aide directe par rapport au crédit d'Aman, à un taux qui est légèrement Oui, bonifié. c'est un crédit, il faut le C'est un rembourser. crédit. Ce n'est pas une aide, prenez, Non, gagnez en compétitivité. il n'y a pas eu d'aide comme celle Ouais. qu'on a connue en France, Oui. en particulier aux États-Unis, où Mhm. j'ai deux petites entreprises qui opèrent, où effectivement on a reçu quelques... Ouais, l'argent est donné. L'argent a été donné. Bon, c'est pas forcément en une bonne partie, chose, après c'est en un autre partie. débat, oui. C'est-à-dire en fait ils ont pris en charge notamment certains salaires. D'accord. Et même la plupart des salaires pendant Une période plusieurs donnée. mois, pendant 3 mois et parfois même au-delà. C'est ce qui a été fait, donc ici on n'a pas eu cela. Et même les employés qui étaient mis au chômage technique n'ont pas tous reçu l'aide qui était Direct, proposée ouais. parce qu'elle était conditionnée au fait que les entreprises aient une baisse d'au moins Le chiffre 25% d'affaires, de leur ouais. chiffre d'affaires, voire parfois 50%. Mhm. Pour avoir une aide pleine, et donc bon, on n'a pas reçu, mais par contre on a été beaucoup mieux traité au Maroc que dans des pays similaires. Oui, ça, Donc, on est d'accord. voilà. Donc il faut comparer le comparable en termes de moyens. On n'a pas les moyens de la France ou des Ça, on est États-Unis. d'accord. Donc ça, je peux parler de ces deux cas-là, et je peux parler également du cas du Maroc. D'accord. Bon, on est moins bien qu'eux, mais mieux que certains de nos confrères. Et au niveau du code du travail, pour en finir, que pensez-vous concrètement de ce qu'on appelle le licenciement économique? C'est-à-dire de flexibiliser le code du travail. Parce qu'effectivement, vous dirigez une PME, vous n'êtes pas une multinationale, par exemple, vous avez 20 salariés, vous avez un chiffre d'affaires qui marche bien, puis il y a une crise, vous perdez de l'argent. Et concrètement, vu le code du travail actuel, vous êtes obligé de garder tout le monde, alors que vous n'avez pas besoin de tout le monde, et que vous travaillez à perte et que vous mettez en péril même l'entreprise si vous gardez tout le monde. Et Ça n'arrive pas. doit-on aller vers une forme de licenciement économique où effectivement ça dépend du chiffre d'affaires, s'il y a une baisse, et Le code du travail... avec une prime chômage, c'est-à-dire le but Oui. n'est pas de jeter les gens à la rue, mais de mettre en place une prime chômage, comme en France, comme ailleurs. Je pense qu'on va vers ce type de solution, parce que quand on parle de généralisation des prestations sociales, effectivement, il y a davantage de solidarité qui est demandée à l'ensemble des acteurs de la société, donc à l'ensemble des citoyens, entreprises comprises. En contrepartie, bien sûr, il doit y avoir plus de flexibilité, d'autant que la notion de pérennité de l'entreprise a beaucoup changé. Lorsqu'on a pensé tous ces systèmes de cotisation sociale en Europe, notamment, ça a été fait à un moment où on pensait que l'emploi était, disons, un droit permanent pour tout C'était les le monde. 30 glorieux, c'était On l'apogée, pensait le que après les Deuxième Guerre entreprises avaient une vie qui était extrêmement Ouais. longue. Le modèle, c'était Toyota, où quelqu'un rentrait travailler, puis il avait son fils et son petit-fils et son arrière-petit-fils qui rentraient dans l'entreprise. Aujourd'hui, la durée de vie d'une entreprise, elle peut être de quelques mois. Tout à l'heure, je disais que j'étais président d'une société qui s'appelle Eren TES Maroc, donc qui intervient dans le domaine de l'efficacité énergétique. Bon, en fait, on va utiliser un procédé qui, pour l'instant, est très intéressant. Rien ne dit que dans 6 mois ou dans 6 ans, ce procédé sera toujours intéressant. Est-ce qu'il y a des ruptures technologiques Voilà. Et c'est vrai, par exemple, on parle de l'industrie automobile, aujourd'hui de l'industrie 2.0. On dit pourquoi est-ce que Tesla vaut autant d'argent alors que Renault vend à peu près 500 ou 1000 fois moins. Parce qu'ils ont une technologie qui n'a rien à voir avec celle que Renault a, et on anticipe finalement que le secteur sur lequel Tesla est va croître, tandis que celui où Renault est croîtra beaucoup moins. Donc, ce sont des anticipations, à moins Et que puis les Renault marchés financiers, ils évaluent la valeur de l'entreprise, pas uniquement en termes de stock, de valeur immobilière ou mobilière, mais en termes de potentiel futur, effectivement. Ils incorporent dans leur manière d'évaluer le potentiel d'une technologie qui vient d'apparaître. Voilà. Et donc, ça veut dire que des entreprises meurent.
beaucoup plus qu'avant. Tout à l'heure, vous parlez de morbidité des entreprises. Il y a une morbidité qui est naturelle pour les entreprises. Et bien sûr, si on n'est pas capable d'arrêter une entreprise, on ne va jamais la démarrer. Parce qu'on sait qu'on va travailler 2 Au ans Maroc, ou c'est un 3 ans problème. ou Je 6 veux ans. dire, la mise en faillite de l'entreprise, ça n'existe pas telle quelle. C'est-à-dire Il y a immédiatement le fisc qui vient, donc forcément on part de l'idée que vous êtes malhonnête et vous êtes faillite dès que vous n'avez Avant pas... même que le fisc vienne, Il y a eu de l'embauche normalement, on qui demande s'allume. au gouverneur d'intervenir pour nous dire qu'on a le droit de dire de nous arrêter. Mais c'est pas normal. Ce qui est absolument anormal. Parce que le gouverneur n'a pas à intervenir dans, Oui. dans les aspects économiques d'une entreprise, même si elle est dans son secteur. Tout à fait. De fond, il s'agit d'une petite Voilà. PME qui veut juste se convertir ailleurs, qui n'a plus de marché là, il veut fermer rapidement, payer ce qu'il faut et puis elle peut pas. Et ça, c'est ça le problème. Donc, c'est plutôt ce genre d'action sur lequel le président de la CGM a voulu insister pour les réformes qui sont en cours. Sachant bien évidemment qu'on doit tous avoir un comportement citoyen. Il ne s'agit pas de permettre aux voyous, entrepreneurs, mais on peut être un entrepreneur voyou et disons, utiliser les failles du droit pour exploiter les gens. C'est pas ça du tout. Mais en même temps, il ne faut pas que le gouvernement parte de l'idée que tout le monde est malhonnête a priori et que c'est aux gens de prouver qu'ils sont honnêtes. Et peut-être de trouver un juste milieu, effectivement. Aux États-Unis, on peut déclarer une faillite pour une PME assez rapidement, facilement. Oui, après, s'il y a des manquements, c'est le travail du fisc de vérifier après. Mais en attendant, on libère les gens et du juge. Et du juge, parce que bon, des faillites qui ne sont pas légales et des faillites qui sont légales. Mais bon, c'est-à-dire maintenant, si on a respecté toutes les lois et que les affaires ne marchent pas, on ne peut que constater qu'on ne peut pas continuer. Donc on peut espérer pour les PME que durant l'actuelle législature, on pourrait avoir un début de loi votée en faveur des... Inch'Allah. Inch'Allah. Comme au Maroc, c'est toujours là. Inch'Allah, effectivement, parce qu'il y a des lois qui traînent pendant des années, il y en a qui sont votées rapidement. Alors, troisième élément. Si je dis que l'environnement fiscal au Maroc est tout sauf favorable aux PME, notamment celles qui viennent de débuter, aux startups, mais même pour les PME qui s'inscrivent dans la durée, parce qu'elles payent tout le temps, qu'elles aient un chiffre d'affaires ou pas, il y a toujours une cotisation minimale à payer pour la TVA, pour l'IS, le dépôt de bilan, il y a le fiduciaire, donc il y a des charges et des charges que le créateur d'une PME, jeune, qui vient d'être diplômé, doit supporter dès le début, alors qu'il n'a même pas les reins solides. Alors que dans certains pays, la Russie pour ne pas la nommer par exemple, quand une PME est créée, le fisc ne regarde pas de son côté pendant une année. Pendant une année, pour le fisc, elle n'existe pas. Le temps qu'elle ait les reins solides, qu'elle développe une clientèle, par la suite, il revient la voir à partir de la deuxième année. Donc, y a-t-il des efforts à faire également au niveau de la fiscalité ? Bien évidemment, il y a des efforts. C'est vrai que, pour faire une petite correction par rapport à ce que vous dites, l'IS, la cotisation minimale, n'est pas due pendant les 3 premières années d'existence d'une entreprise. 3 ans, ça passe vite. 3 ans, ça passe vite. La TVA n'est pas due sur les investissements de cette entreprise pendant les 3 premières années également. Oui, mais maintenant, le problème, c'est plutôt la cohérence de l'ensemble du système. Non, mais là, vous parlez principalement dans le secteur, notamment industriel, où il y a des investissements, mais quand on parle dans le domaine des services, où on est dans le conseil, dans la communication, on n'a pas besoin forcément d'investir énormément. Et au début, vous ne pouvez pas, vous avez quand même une TVA à payer par rapport aux différentes factures que vous émettez pour vos clients, quand vous vendez un service. Et ça réduit votre compétitivité. La TVA, normalement, doit être conçue comme étant neutre. Et c'est pour ça que j'ai parlé de cohérence de l'ensemble du système. Si la TVA peut être versée dans certains cas et ne pas être versée dans d'autres, on crée une distorsion. Et à ce moment-là, on ne sait plus à qui est-ce qu'on doit rembourser. Normalement, il faut généraliser la TVA et généraliser le Ou la supprimer, mais c'est un autre débat. Il y en a qui partent de l'idée que c'est une taxe qui n'a pas forcément de fondement, de légitimité, qui a été introduite au Maroc, je ne dirais pas relativement récemment, mais voilà, il y avait une époque où il n'y avait pas de TVA. Il y avait la taxe sur les produits et les services qui pouvait être encore plus pénalisante pour la compétitivité de l'entreprise. Mais 20%, c'est énorme de la TVA. Oui, 20% c'est lourd sur certains produits, notamment au niveau de l'agroalimentaire par exemple, ou des produits qui ne sont pas des produits de luxe dans l'agroalimentaire. Au moins pour cela, c'est beaucoup. Peut-être la TVA sur les loyers, mais elle n'existe que pour les loyers qui sont meublés. Elle est de 20% également. Il y a un taux qui est réduit, et parfois, il y a souvent une absence de TVA sur les produits agricoles. Mais par contre, il y a d'autres taxes qui sont payées, qui renchérissent le produit. Donc, de ce point de vue-là, il est plus intéressant pour la compétitivité de généraliser la TVA et d'avoir un droit de déduction qui soit généralisé également. Et une obligation pour l'État de rembourser dans les délais. Parce que la loi, normalement, fait que l'État doit rembourser dans un délai de 3 mois, je crois. Et le fait que l'État ne respecte pas cette disposition fait que finalement beaucoup d'entreprises se retrouvent à financer l'État
Mais en échange, elle ne récupère pas oui, parce qu'elle finance l'État, parce qu'elle paye, mais elle ne récupère pas. Il y a des entreprises qui sont mortes alors qu'elles étaient théoriquement rentables. Parce qu'il y avait un crédit de TVA qui était extrêmement élevé, les banquiers n'ont pas suivi. Et voilà, et puis c'est terminé, l'entreprise a fermé. Je connais quelques entreprises qui sont dans ce cas. Un autre système qui fonctionne plutôt bien, c'est aux États-Unis, il n'y a pas de TVA, mais il y a ce qu'ils appellent les city tax. Et le federal tax qui est payé lorsque le consommateur final achète un produit. Bon, mais on ne la retrouve pas au niveau de toutes les strates non, de la filière, parce qu'au Maroc, juste à la fin. Au Maroc, voilà, on voit à la fin, mais au fait derrière, il y a plusieurs TVA qui viennent s'agglutiner. Voilà, et donc même avant de parler de TVA, on peut même parler de droits de douane. Oui. Il y a des droits de douane, par exemple aujourd'hui au Maroc, on est dans un pays qui a signé, je crois, 6 accords de libre-échange, avec 54 pays au total, mais les industriels payent toujours des droits de douane sur leurs intrants. Et donc on a une perte de compétitivité à cause de cela, et donc on a une difficulté à créer des richesses. Alors que bon, on voit que finalement le choc de compétitivité qui est attendu tarde à venir. Je dirais que du point de vue de la compétitivité, la TVA est un problème parce que ce n'est pas un impôt qui est neutre aujourd'hui. Il faut le rendre neutre. Et les droits de douane, c'est un problème également parce qu'il obère la compétitivité de nombreux secteurs. On a parfois des protections qui sont un peu trop en amont, alors qu'en réalité, en amont, on doit avoir des dispositifs qui permettent à l'entreprise de se mouvoir dans un environnement qui est adéquat par rapport à ses concurrents dans le monde. Oui, et par contre, en aval, c'est là où il doit y avoir une petite protection au niveau des droits de douane, lorsqu'il y a des droits de douane qui doivent être prélevés. Prélever des droits de douane sur les produits, sur les matières premières, même si elles viennent d'Asie avec lesquelles on n'a pas d'accord de libre-échange, fait que nous sommes moins compétitifs. Et finalement, les accords que nous avons, par exemple l'aide financière de l'Union européenne, elle compense à peine les droits de douane qui sont prélevés sur les produits concurrents qui viennent d'Asie. Donc l'aide finalement, c'est une aide à maintenir finalement quelques droits, mais ne bénéficie pas à l'entreprise. Après, mis à part les droits de douane, au niveau de la fiscalité interne, en fait, le vrai problème, pourquoi on a des taxes relativement élevées, c'est parce qu'on n'arrive pas à élargir l'assiette fiscale. Parce que si on arrive à l'élargir, on peut largement réduire en termes de pourcentage les taxes et compenser par un effet quantité. Mais pour différentes considérations, on s'interdit de mener une guerre réelle contre l'informel. Et là, ma question, c'est que, vu l'augmentation du salaire minimum et vu les difficultés des PME à l'intégrer, vu l'ultra-concurrence et les obstacles dont on a parlé, cela va-t-il se traduire par plus de sous-déclaration et d'informel? Donc en fait, l'effet pervers, l'effet contraire d'une mesure qui a priori est bénéfique. Je pense que tous les secteurs qui sont soumis à concurrence et qui n'arrivent pas à faire face à cette concurrence commence par verser d'abord dans l'informel. Un pied d'abord, puis peut-être le deuxième. C'est-à-dire c'est classique. Par exemple, disons, les entreprises qui vont voir leurs charges augmenter sans pouvoir répercuter les prix à la hausse n'auront pas d'autre choix que celui d'essayer d'économiser quelque part. Donc il y a un informel de précarité même au niveau des entreprises. Et après, bien sûr, une fois qu'on a goûté à cela et qu'on s'en sort, on va peut-être rester là-dedans. Donc, et pour moi, je pense que le différentiel d'imposition entre un salaire déclaré et un salaire non déclaré ne va qu'augmenter du fait de cette mesure, et c'est une mesure qui va effectivement à terme encourager l'informel. Ce qui avait déjà été le cas lors des précédentes augmentations, c'est rien de nouveau. On voit finalement, moi ça fait plus de 30 ans que je travaille, finalement, la masse de gens qui cotisent à la CSS n'a pas beaucoup augmenté sur les 10 ou 15 dernières années. Après, il y a des petits malins qui attendent toujours l'amnistie pour en profiter. Et donc, ils sont un pied dans l'informel et un pied dans le formel, et puis qui sortent les deux pieds dans le formel dès qu'il y a une amnistie qui leur permet de... et puis bon, l'effet pervers, c'est que principalement les salariés qui vont en faire les frais, parce qu'étant sous-déclarés, si jamais ils veulent demander un crédit à la banque, eh ben, il va calculer sur la base du salaire déclaré, même si leur vrai salaire est supérieur à ce qui est déclaré par l'employeur. Bon, le but n'est pas effectivement de faire l'éloge de la violation de la loi, c'est illégal de sous-déclarer. Mais il y a le réel, concret, qui fait que des entreprises, elles auront le choix soit entre la faillite, soit licencier des gens, soit les garder, mais les sous-déclarer. Et peut-être, peut-on dire que cela est dû au fait qu'on a été dans une logique de compromis à l'avis du 1er mai, lorsque le compromis a été fait, et que peut-être il faudrait aller dans une logique de déploiement d'une grande stratégie, celle du nouveau modèle de développement qui engloberait tous les aspects, en même temps la lutte contre l'informel, en même temps l'accompagnement, en même temps la révision de la fiscalité, en même temps l'augmentation du salaire minimum, etc.
Alors, je dirais que d'abord, la hausse a été décalée, c'est-à-dire que Oui, la hausse mais... n'est pas intervenue ni le 1er mai, ni même le 1er juillet, Oui. mais c'est pour le mois de septembre. Donc, le gouvernement a le temps de mettre en place une stratégie qui va dans ce sens-là. Donc, nous espérons tous que ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, ce sera malheureux. Donc on va terminer avec un état d'esprit positif et avec un large sourire en espérant que la plupart des réformes dont on a parlé seront mises en œuvre durant les prochaines années, en tout cas durant cette législature. Donc, Inch'Allah. Donc je vous remercie d'avoir suivi Urgence économique et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode le lundi prochain à midi comme d'habitude. En attendant, prenez soin de vous.